Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles, soutenu depuis cette année par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Je m'appelle Estelle, je suis passionnée par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris. Je suis d'ailleurs persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu. En tant qu'amoureux des chiens, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant mais comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées ? Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, ou encore comment agir quand vous croisez un tel binôme. Je suis ravie de vous proposer aujourd'hui un 3e épisode avec un éducateur, ou plutôt une éducatrice de chien guide. Ainsi, après Thibaut il y a un an dans l'épisode 12, Audrey dans l'épisode 31, je vous propose de rencontrer Sandrine de l'école des chiens guides Provence-Côte d'Azur, Corse. Après quelques remises en question dans son parcours étudiant, elle se tourne finalement vers le métier d'éducatrice des chiens guides et finit par intégrer l'école de Nice, jusqu'à devenir aujourd'hui une des 2 responsables des centres d'éducation. Mais comment devient-on éducatrice de chiens guides et quel est le rôle d'une responsable de site ? De sa première chienne guide à son projet de chien médiateur, Sandrine revient pour nous sur les 10 dernières années de sa carrière en tant qu'éducatrice, rôle auquel se sont rajoutées quelques responsabilités depuis. Elle nous raconte aussi comment ce métier canin est résolument tourné vers l'humain, but collectif de l'ensemble de ses équipes. D'ailleurs, si vous aimez ce podcast, le plus simple est de le soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et d'en parler autour de vous. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Sandrine. Bonjour Estelle. Eh bien, merci d'avoir accepté de discuter avec moi aujourd'hui sur mon podcast Futur Chien Guide. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter ? Oui, alors déjà c'est un plaisir. Donc moi je suis Sandrine Le Breton, je suis directrice technique du centre Pierre Écart pour les chiens guides d'aveugles de Provence-Côte d'Azur, Corse. Je suis donc aussi éducatrice et tutrice d'élèves. Ça va faire bientôt 13 ans que je fais ce métier. Comment t'en es arrivée à faire ce métier-là ? Est-ce que tu connaissais les chiens guides avant ? Est-ce que c'était une vocation pour toi ? Comment tu es rentrée dans l'univers des chiens guides ? Alors, moi, j'ai toujours aimé les animaux, les chiens en particulier. Je me suis mise à aller faire des stages au collège chez le vétérinaire du quartier. J'ai fait pareil. J'ai continué pendant toutes mes vacances scolaires, j'y allais tout le temps. Quand j'ai eu 16 ans, la vétérinaire m'a proposé de m'embaucher pendant mes vacances scolaires pour remplacer son assistante. Génial. Donc, grave. Oui, d'accord. Et donc, je suis devenue assistante vétérinaire, en fait, sur le tas. Mais tu faisais assistante vétérinaire, du coup, uniquement chien-chat ou un petit peu de tout ? Chien-chat, uniquement. Yes. Et des nacs, un tout petit peu. Dans les nacs, les nouveaux animaux de compagnie, il y a les lapins, les rongeurs. Et en fait, moi, je voulais être vétérinaire depuis toute petite, donc j'ai passé le concours veto, qui est le concours veto que j'ai pas réussi. Ah, comme moi. Dis donc, je savais pas. Et dans la patientèle de la clinique vétérinaire dans laquelle je bossais, il y avait un maître de chien guide et sa chienne. J'ai trouvé ça juste extraordinaire. Et je me suis renseignée sur comment on devient chien guide, quoi. Tu vois, je trouvais ça merveilleux et je savais pas du tout. Donc, je me suis renseignée. J'ai découvert le métier d'éducateur de chien guide à ce moment-là. À ce moment-là, je voulais encore être veto, donc je l'avais dans un coin de ma tête, mais sans plus que ça. J'ai adoré cette chienne qui, malheureusement, est décédée à un moment donné parce qu'elle a eu une tumeur. Donc, c'était très triste. Elle s'appelait comment, cette petite chienne ? Ortega. Et après, il a eu donc le renouvellement de son chien. Et j'ai passé mon concours veto que j'ai pas eu. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Parce que assistante veto, ça me plaisait bien, si on veut, mais c'était pas pour moi un métier que j'allais faire toute ma vie. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de former des chiens guides d'aveugles ? Parce que je trouve ça vraiment trop génial. Et donc, j'ai postulé dans toutes les écoles de France. La seule école à m'avoir répondu, c'est l'école de Nice, pour me dire, nous ne recherchons pas. Donc, j'ai arrêté de postuler à l'école de Nice et j'ai continué à postuler dans toutes les écoles de France. Et à l'époque, pour la petite histoire, il y avait une école non fédérée juste à côté de là où j'habitais. Et j'étais allée en me disant, bon, je vais y aller. J'étais hyper timide, c'était super dur. J'étais partie avec mon CV pour aller amener mon CV. Et cette école n'existe plus, je tiens à le préciser. Et je suis arrivée, j'ai toqué à la porte, on m'a ouvert une baie vitrée. J'ai dit, voilà, je viens pour postuler pour être éducatrice de chien guide. On m'a ouvert la porte, on m'a dit, il faut avoir 18 ans et le bac. Et on m'a refermé la porte. J'avais 23 ans et une licence de sciences de la vie. Donc, je suis repartie de là en me disant, si c'est ça les chiens guides, je suis pas sûre. C'était un peu refroidi quand même. Et je me suis dit, bon, alors j'ai continué à postuler dans les écoles fédérées en me disant, bon, on verra bien.
Et en attendant, je suis devenue assistante dans une autre clinique à mi-temps. Et le premier jour où j'ai commencé dans cette clinique, j'ai été appelée par Corinne, qui est maintenant notre directrice générale, mais qui à l'époque était notre chargée de communication, et qui m'a dit... donc c'était 1 an après les demandes que j'avais fait en tout cas à l'école de Nice, en me disant est-ce que vous êtes toujours intéressée pour devenir éducatrice de chien guide d'aveugle? Oui, oui, toujours. T'as la réponse là, c'est le genre de question où t'as pas de doute. C'est ça. Et donc j'ai commencé dans cette clinique ce jour-là et je leur ai dit je suis pas sûre de rester longtemps. Je suis restée 3 mois, le temps de faire mon entretien d'embauche et tout ça, et je suis repartie et voilà, j'ai commencé le 2 juin 2009 au chien guide d'aveugle de Provence-Côte d'Azur-Corse. Alors, Provence-Côte d'Azur-Corse, je voudrais qu'on s'arrête là-dessus parce qu'en fait, c'est pas les chiens guides d'aveugles de PACA. Non. C'est les chiens guides d'aveugles de PCAC. Exactement, c'est exactement ça, de PCAC. Parce qu'en fait, on est la 2e école de France à avoir été créée. À l'époque, il y avait Corteville et nous, on est devenu la 2e école. Donc, Corteville, le Nord. Ouais, Ronc, le Nord. Enfin, Ouescal à l'époque même, c'était pas Ronc, mais c'était voilà le Nord et le Sud. On a été créé. Et en fait, à cette époque-là, la découpe de la France n'était pas celle d'aujourd'hui. Bien sûr. Et voilà. Et donc nous, on remet aussi des chiens en Dromardèche. Donc en fait, si tu veux, c'était l'ancienne découpe. Donc pendant très longtemps, on a été Provence-Côte d'Azur. Et il y a quelques années, en fait, on remettait des chiens en Corse depuis longtemps, mais c'était pas écrit dans notre nom. Et donc il y a quelques années, on a rajouté. Donc c'est PCAC. Ok, d'accord. Donc la Corse était là depuis longtemps, mais n'était pas affichée. Donc pour la com, exactement. C'était plus simple. J'imagine pour les demandeurs aussi, surtout les déficients visuels, d'identifier que c'était une possibilité de faire appel à vous. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup de personnes déficientes visuelles en Corse qui demandent, mais on a quelques demandes et on a quelques chiens sur place. Donc. Ok. Donc tu es arrivée en 2009 là-bas. Ouais, je suis arrivée en 2009. À l'époque, la formation, elle se faisait sur 3 ans. Donc, formation d'éducatrice. 2012, remise de mon diplôme lors du congrès international à Paris. Et puis après, mon petit bonhomme de chemin en tant qu'éducatrice classique, qui fait ses armes et qui fait ses remises. Et puis, il y a maintenant 5 ans, j'ai commencé à avoir des élèves. Des élèves, des moniteurs, des humains. Des élèves éducateurs. Excuse-moi, bien évidemment, des élèves humains. Je suis donc devenue tutrice. Parce qu'on parle beaucoup d'élèves, d'écoles, de tout ce qui est diplôme, etc. pour les chiens, mais il y a aussi du coup le même pour les humains qui vont éduquer les chiens. Exactement. Donc là, cette fois-ci, des élèves humains. Et il y a 4 ans, j'ai eu 2 élèves qui sont rentrés en formation. Donc maintenant, la formation, elle est 2 ans en moniteur, 2 ans éducateur. Et elles ont été diplômées l'année dernière, en 2021, éducatrices. Et donc, je continue en ce moment. J'ai un élève moniteur. Et si tout va bien, il y aura une nouvelle élève monitrice en septembre. Là, elle est en période d'essai. Ok. Et donc, ce rôle-là, tu l'as acquis au fur et à mesure du temps. T'as proposé, en fait, de devenir tutrice. Tu étais déjà au pôle de Nice. Alors, je sais pas comment vous partagez un petit peu le travail sur les 2 pôles qu'il y a à PACA. Parce qu'il y a ça aussi comme particularité. Bon, on le retrouve dans d'autres écoles. Hein. Il y a 2 pôles d'éducation. Exactement. Alors en fait, excuse-moi, mais j'ai mon chien qui veut jouer avec ma minette et évidemment, c'est aujourd'hui qu'on fait ça. Et donc, c'est un berger blanc suisse, donc ça s'exprime. Donc, si on entend des chouineries, c'est... Je vois tout à fait. Je suis désolée. Ouais, je me souviens de mon beau folio qui parlait beaucoup, oui, en effet. Voilà. Et puis, il aime bien quand je suis au téléphone ou quand je suis en train de parler à quelqu'un d'autre, s'exprimer encore plus. Donc... voilà. Je suis désolée. Donc, je te disais les 2 pôles d'éducation à Nice. Enfin, Nice et... Au départ, quand moi j'ai commencé, il y avait que le centre Pierre-Écart, donc à Èze. On a une particularité par rapport aux autres écoles, c'est qu'on a le siège social qui est sur Nice. Donc, on est sur 3 sites en réalité. D'accord. À l'heure actuelle, il y a l'espace Fred Farrugia qui est le siège social, donc sur Nice, le centre Pierre-Écart à Èze et le centre Joseph Micou à Alençon-Provence. Et le centre Joseph Micou, il a ouvert il y a 5 ans. Quand ça a ouvert, nous, on avait encore un fonctionnement avec des pôles. On avait un pôle prééducation, un pôle éducation. Donc moi, à cette époque-là, vraiment, j'étais sur l'éducation des chiens. Et il y a 4 ans, on est passé sur un fonctionnement de A à Z. Donc depuis, on s'occupe de nos chiots à 2 mois quand ils arrivent du REF et on les remet et on les suit
et on va jusqu'à la retraite avec nos chiens. Donc c'est 2 pôles maintenant. Donc c'est, tu dis Èze pour situer pour ceux qui sont pas sudistes. Alors Èze, c'est dans les hauteurs de Nice. Ouais. C'est l'école avec la belle vue, c'est nous. Enfin c'est chez moi. Ok. Et pour le coup, Lançon-Provence. Lançon-Provence, c'est entre Aix et Marseille. Ok, très bien. Du coup, ça nous permet de mieux situer. Oui, effectivement. Moi, je vais à Marseille la semaine prochaine, donc je regarderai sur la carte. Voilà, exactement. Donc c'est par là. Donc après, on a ce fonctionnement qui est aussi différent par rapport aux autres écoles, c'est que donc on est 2 co-directrices techniques. On fonctionne vraiment en binôme avec Sandy, de façon à avoir vraiment le même fonctionnement sur les 2 centres, même si on n'est pas côte à côte. Mm-hmm. Et donc ça veut dire qu'on a un cheptel commun avec les chiens de Èze, les chiens de Lançon, et on a une seule liste de personnes en demande de chiens. Demandeurs. Exactement. Okay. En demande de chien guide. Donc ça veut dire que là, par exemple, j'ai une collègue de Lançon qui en ce moment est en remise avance dans le 06 parce que son chien correspondait à la personne qui est dans le 06, alors que finalement, ça aurait été plus simple que ce soit un chien de chez nous, de Èze, parce qu'on est juste à côté. Géographiquement, ouais. Mais en fait, on a un seul cheptel et un seul foyer de demandeurs, si tu veux. Et donc, en fait, on est la même école. On a 2 centres d'éducation, mais on est la même école. Ce que tu dis, c'est que c'est pas forcément les chiens qui sont éduqués au plus près des déficients visuels qui sont remis. C'est toujours cette histoire de faire les meilleurs binômes. Exactement. Et du coup, vous regardez dans tous les élèves et futurs chiens guides, du coup, qui sont au sein de l'école dans les 2 pôles pour voir justement qui peut être attribué à qui. Exactement. Le meilleur chien pour la personne. Et effectivement, même si elle doit venir à Èze, si elle travaille à Lançon et qu'elle doit venir à Èze, elle viendra faire sa remise ici parce que c'est pour les gens. On cherche vraiment le meilleur binôme. Oui, c'est vous qui bougez et pas forcément les gens qui sont en demande de chien guide. Oui. Ok, donc tu es passée tutrice il y a quelques années. C'est ça. Et tu viens de nous parler du dernier rôle que tu as endossé un petit peu cette dernière année, je crois. Oui, juste avant, en 2019, je suis devenue responsable de centre. Sandy aussi sur Lançon-Provence, parce que on avait un directeur technique qui faisait la navette entre les 2 centres. Mm-hmm. C'était un peu compliqué. Ça faisait que la moitié du temps, on n'avait personne en gestion. Et donc, on a mis des responsables de centre pour avoir quelqu'un qui est là le reste du temps. En appui. Exactement. Ok. Et donc là, notre ancien directeur technique est parti l'année dernière et on a fait une proposition de devenir donc co-directrice avec Sandy de façon à ce qu'il y ait toujours quelqu'un sur le centre. Et donc voilà, depuis janvier cette année, c'est la dernière casquette que je porte. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur en quoi ça consiste d'être directrice de centre? Parce que encore, j'avoue que sur les épisodes que j'ai fait et avec Thibaut, il y a un an tout pile, l'épisode 12, et avec Audrey sur le métier d'éducateur, c'est vrai que tous les 2 étaient éducateurs. Alors on avait beaucoup parlé de justement qu'est-ce qui c'était le fait d'être moniteur puis éducateur, donc dans les épisodes 12 avec Thibaut et 31 avec Audrey. Mais cette casquette de directrice technique, qui était ta casquette un petit peu déjà de responsable technique, qu'est-ce qu'elle rajoute, qu'est-ce qu'elle englobe de plus que éducateur? Cette casquette-là, en fait, elle rajoute toute la gestion du centre, que ce soit l'équipe ou les rendez-vous qu'il peut y avoir pour maintenir le centre en forme, on va dire ça comme ça. Donc, ça peut être la gestion des espaces verts, le dératiseur, par exemple. Ce matin, j'étais avec le dératiseur au téléphone. Voilà, c'est vraiment toute la gestion du centre, faire en sorte que ça fonctionne bien, vérifier qu'il n'y a pas de problème au niveau des véhicules, que tout le monde est présent, gérer aussi les demandes de congés payés ou de récup, s'assurer que tout le monde n'est pas parti en même temps et qu'on se retrouve pas avec le centre vide. Voilà, gérer les absences, les maladies, ce genre de responsabilités plus administratives finalement. Faire en sorte que ça roule bien. Il va y avoir toute la gestion d'équipe aussi. Être présent en soutien s'il y a une problématique sur l'éducation, sur un problème vétérinaire ou en tout cas si les éducateurs ont besoin de venir me voir en soutien, je suis là. Nous, on a une particularité, c'est qu'on fait des évaluations d'éducation. Donc, c'est-à-dire qu'on a des temps dans la durée d'éducation qui est de 6 à 8 mois
où on vient checker où en est le chien dans son travail pour vérifier que tout va bien, qu'il fonctionne bien et qu'il avance bien de façon à soit apporter des conseils, soit dire attention, ça tu l'avais pas vu, mais ça il faut que tu le récupères ou ce genre de choses. Je le fais sur mon centre, comme ça je suis vraiment avec mon équipe dans le travail. On fait après passer les certificats d'aptitude. Donc pour avoir vraiment un côté impartial, je fais passer les certificats d'aptitude sur Lançon et Sandy les fait passer sur Aise. Ok, donc en fait, t'as une partie vraiment, on va dire, un peu logistique, bâtiment, parce qu'il y a quand même plusieurs bâtiments sur ton centre, il y a quand même des bureaux, tout ce qui est un peu la vie de l'équipe, il y a tout ce qui est aussi logement des personnes déficientes visuelles quand vous avez les stages de remise sur place. Tout à fait. Le chenil, bien sûr, enfin ça on y pense forcément quand on pense école chien guide. Et puis, il y a tout plein de logements de fonction, sellerie, tout ce qui est espace de stockage, parce qu'il faut les nourrir aussi, ces petites bêtes. Oui. Donc en fait, il y a toute une partie qui est vraiment sur la gestion du centre en tant que bâtiment, équipe, etc. T'as aussi un axe un peu RH, j'ai envie de dire. Ouais. Ressources humaines, c'est ce que tu nous disais par rapport à... Parce que l'équipe, alors j'ai pas compté les petites photos, vous êtes quand même une petite dizaine sur le centre d'éducation. Ouais, en fait, on a à peu près 5 et 5, 5 sur Aise, 5 sur Lançon. Tu as cette équipe-là en responsabilité. Ouais. Et puis derrière, l'impartialité d'une éducatrice de chien guide, mais qui n'a pas éduqué les chiens, en allant du coup sur l'autre pôle, faire les passages donc de certificat d'aptitude à guider, donc le CAG, qui est donc le diplôme qui permet d'officialiser que le chien est un chien guide et non plus un futur chien guide ou un élève chien guide. Il est désormais un chien guide et puis c'est pas la fin, hein. Après il y a la remise et la vie avec son bénéficiaire. Il passe son bac et après il y a le travail. C'est vraiment ça. C'est ça, c'est un peu le bac de l'élève chien guide. Toi tu les fais passer pour être très impartial sur l'autre site pour justement connaître leur nom mais ne pas les avoir vus au quotidien dans le travail. Exactement. Et en plus ça me permet de découvrir ces chiens que je ne connais pas. Et donc quand on fait les commissions d'attribution pour trouver le bon bénéficiaire, et ben ça me permet vraiment d'avoir un œil sur tout le cheptel et vice versa pour Sandy, de se dire ok en fait on les connaît tous finalement, soit parce que je les ai suivis en évaluation, soit parce que je leur ai fait passer le certificat et je vois comment ça fonctionne. Dans le cadre de ces commissions aussi, toi, ça te permet d'avoir un peu un œil global avec Sandy, comme tu dis, en termes de co-directrice technique, pour dire il y aurait plutôt cette personne. Bon, vous n'êtes pas toutes seules toutes les deux, hein. J'imagine qu'il y a aussi les éducateurs autour de la table, etc. Tout à fait. Mais ça permet d'avoir un avis un peu plus neutre, en effet, sur un moment donné, de se dire moi j'aurais pas cru forcément, et vous avez pensé à ça. J'imagine que c'est un peu ton rôle aussi. Exactement, c'est ça. Il y a aussi telle personne, je pense que ça pourrait le faire, et d'avoir le débat avec l'instructeur de locaux, l'éducateur du chien, l'éducateur qui a vu la personne, etc., etc. Ces échanges-là sont très enrichissants aussi. Et oui, on voit très bien ce que disait, je l'avais même titré comme ça, l'épisode avec Thibaut, qui disait que éducateur de chien guide, c'est un travail collectif, en fait. Tellement. C'est pas un travail individuel du tout. Ouais, c'est tellement ça. C'est tellement ça. Il y a tellement de choses à faire. Tu fais jamais la même chose tous les jours. Tu arrives le matin, tu sais pas ce qui va se passer dans ta journée, même si t'as les mêmes chiens sur la semaine. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer que tes journées sont jamais les mêmes. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire dans mon métier, c'est que la seule chose que je fais tous les jours, c'est que j'allume mon ordinateur et que je regarde mes mails. Voilà. À peu près. Mes chiens, je les mets en voiture et on y va, ouais, c'est ça. Et après, on voit ce qui se passe dans la journée. C'est ça. C'est la seule chose Et encore, il y a des journées où ça peut ne pas m'arriver. À part ça, les journées sont toutes différentes aussi dans mon métier auprès des éleveurs de chèvres. Donc en fait, cette dernière casquette, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus, j'ai envie de dire, mais c'est hyper intéressant de voir, de se dire, parce que on entend beaucoup parler de cette volonté d'être éducateur de chien guide. Moi-même aussi, j'y ai pensé dans un coin de ma tête avant de m'orienter vers veto, puis finalement j'ai bifurqué à l'agro. De se dire, c'est un métier, j'aime les chiens, mais on l'avait beaucoup partagé, cette notion de oui, il faut aimer les chiens, mais il faut aimer les gens aussi, que ce soit avec Thibaut et avec Audrey. Et je sens que tu partages aussi ce constat, parce que c'est pas des chiens pour des chiens. Ouais, c'est hyper important. Si tu viens juste pour le chien, ne viens pas, parce que la personne, elle est hyper importante en fait.
l'éducation de ton chien, tu la fais pas pour toi, tu la fais pour quelqu'un d'autre. Et ça, il faut le savoir dès le départ. Moi, je suis une hypersensible. Au tout début, je me suis dit, bon, je vais avoir un problème parce que si je dois tous les garder, je vais avoir un souci, quoi. Et je me suis mis, on va dire, une barrière émotionnelle. C'est mes chiens de travail. Il faut pas leur faire du mal parce que vraiment, je peux devenir très méchante. Mais par contre, c'est mes chiens de travail. Je les garde pas, ils sont pas pour moi. Je les adore, je les aime toute leur vie. Et je suis très triste quand ils s'en vont, quand ils sont malades. Mais c'est mes chiens de travail. Ils sont pas pour moi, ils sont pour quelque chose de plus grand que moi. Ouais, c'est joliment dit, c'est que ça va au-delà de l'intérêt personnel, en fait. C'est ça. T'apportes du bonheur et de l'autonomie dans la vie des gens, quoi. Je peux pas rêver mieux, en fait, que ça. Un jour, je me souviens, j'étais en remise, il y avait un restaurateur qui m'a dit, non, mais ce que vous faites, c'est extraordinaire. Ce que vous faites, c'est trop, trop bien. Il me dit, vous apportez du bonheur dans la vie de ces gens. Je lui dis, mais vous aussi, avec vos pizzas, vous apportez du bonheur dans la vie des gens. Mais oui. Il me dit, ouais, mais moi, à comparer, ça n'a rien à voir. C'est gentil. Mais c'est vrai. Faut prendre les, ouais. C'est vrai que tu peux être triste, tu peux avoir des journées où t'es pas bien. Ton chien, il vient juste apporter quelque chose d'extraordinaire dans la vie d'une personne qui peut être seule, qui a pas forcément de lien social. Ton chien, il lui apporte le fait de plus être seul, il lui apporte le fait de se dire ok, maintenant je suis accompagnée, même si j'ai une galère, je suis avec mon chien, je suis plus tout seul. Forcément, les gens, ils viennent sur le chien avant de parler à la personne, mais finalement, ça crée ce lien-là. Et voilà. Ouais, c'est hyper vrai. Le dernier épisode que j'ai sorti juste avant le tien, c'est Lauriane et Persia. Donc Lauriane, c'est une jeune, en plus on habite dans la même ville, donc on se connaît maintenant bien. Et elle a 23 ans et elle vient d'avoir son chien. Alors on a fait un épisode un peu particulier puisque elle a vraiment accepté de jouer le jeu que je lui ai proposé, à savoir de m'envoyer ses ressentis avec des vocaux en live, en fait. Et puis on a enregistré en complément un échange quand même un peu plus posé. En fait, on a fait cette immersion-là pendant sa remise. Ah, d'accord. Et donc ça va de avant sa rencontre avec la chienne qui allait être la bonne. On savait pas, hein. C'était un petit pari qu'on a pris. Tout à fait. Donc ça va des vocaux où elle me dit bah voilà, je vais la rencontrer, j'espère que ce sera la bonne, j'espère tellement, etc. Jusqu'à là on a mis 5-6 mois, on a laissé 5-6 mois pour que le binôme se forme bien. Et en effet, voilà, ça change tout en fait. C'est clair. Enfin, même pour quelqu'un de social, le regard des autres, il est complètement différent, même si on le perçoit pas forcément, parce que Lauriane ne perçoit pas le regard visuellement, mais elle le ressent, quoi. Bien sûr. Ah ouais. Il y a une dernière casquette dont je t'ai pas parlé. L'année dernière, j'ai été formée pour les chiens de médiation. Le but de l'association, c'est aussi de pouvoir remettre nos chiens réformés chiens guides en chiens de médiation, en EHPAD ou autre établissement. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le dernier petit maillon qui est en train de se créer, puisqu'on a déjà les cannes optroniques, les mini-tacts qui sont remis par notre association. Donc ça, c'est déjà en route depuis un petit moment. Et donc là, vraiment, on est rentré dans Canidea et on travaille là-dessus. Si tout va bien, j'ai une chienne qui en ce moment va rentrer en éducation, qui a été réformée chien guide parce que trop de craintes. Et donc prochainement, ça sera la première remise de chiens de médiation de notre association. Donc c'est encore une casquette. Donc l'idée, c'est de valoriser les chiens qui sortent un peu du circuit. C'est ça. Comme on peut le voir dans d'autres écoles, mais du coup de le faire en interne, en les éduquant en interne, sans pour autant les confier à une autre association du réseau Canidea. C'est ça, exactement. D'ailleurs, pas réformé, mais réorienté. Hein. Oui, j'ai dit sortie du circuit. C'est moi qui l'ai réformé et je me suis tapée sur les doigts parce que je me dis que si Yasmine écoute ça, je vais me faire taper dessus. Donc réorienté. Ouais, j'ai lu la communication de Canidea. J'essaye aussi d'adopter ce mot. Et en plus, moi, je suis parallèlement dans l'élevage de chèvres, donc réformé n'a pas du tout la même signification pour le coup. Tout à fait. J'ai eu l'occasion de faire un épisode justement sur une chienne guide qui avait été réformée. Alors une élève chienne guide, elle n'était pas encore chienne guide. Naya qui avait été réformée et qui est partie chez Acadia. Ouais. Et donc on a fait l'épisode avec la famille d'accueil de cette ancienne élève chien guide qui est l'épisode 10 avec Laurie, il y a plus d'1 an maintenant. Et j'ai fait l'épisode dans mes hors-séries cet été, quelques épisodes sur les autres chiens d'assistance. En fait, c'était un petit peu l'idée. Et j'ai eu l'occasion dans l'épisode 23 de recevoir Romain qui est le bénéficiaire de la belle Naya, qui est son chien d'assistance diabétique en tant qu'enfant diabétique. Nous, on a Oasis qui a été réformé chez Acadia. Oui, bah oui, voilà. Qui a été réorientée et remise un petit garçon aussi. C'est très très bien.
J'ai aussi fait des épisodes sur les réformes et enfin les réorientations que j'appelle encore réformes, mais peut-être que je changerai. Même chose. Je me tape sur les doigts. Mais j'en ai fait 2 et c'est vrai que alors les contextes étaient vraiment différents parce que pour le coup il y avait Noupi qui lui a été adopté par sa famille d'accueil, donc le lien était déjà bien acquis, bien fluide, même s'il était rentré en éducation, hein, c'est vraiment l'éducation qui n'a pas fonctionné. Et du coup on avait enregistré avec Bérangère un épisode mais tellement émouvant parce que son histoire à Bérangère et Noupi est très reliée au bébé de Bérangère qui est bien maintenant grand. D'accord. Dans l'épisode 24, elle nous racontait ça en se disant bah voilà comment ça s'était passé. Et dernièrement, le mois dernier, j'ai enregistré un épisode avec Christophe, l'épisode 36, où lui ne connaissait pas du tout le monde des chiens guides. C'était vraiment quelqu'un qui a adopté un élève réorienté en chien de compagnie, mais pas réorienté en chien d'assistance. En tout cas, le projet de l'école pour vous, c'est que toi, tu puisses les former en chien de médiateur. C'est ça. Avec Sandy, on a été formés toutes les 2 l'année dernière. D'accord. Avant le projet directeur technique. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup de casquettes. Mais voilà, c'était avant ça. Et vos journées, elles font combien de temps, là? Combien d'heures par jour? Alors, on a trouvé aussi un minuteur qui nous permet d'avoir des journées beaucoup plus longues que ce qui est prévu en temps normal. C'est pour ça. C'est ça le secret. Non, elles font 7 heures, comme tout le monde. Il faut s'organiser. Ça, là, c'est vraiment une histoire d'organisation, de planning pour arriver à tout mettre dedans. J'avoue que des fois, il y a un peu de dépassement d'heures quand même. Il y a des heures où c'est normal. On se dit bon, allez, je termine. Allez, je reste et je termine. Comment tu vas t'organiser pour cette partie un peu médiation? Est-ce que l'objectif, c'est de former tous les élèves qui sont réorientés ou pas forcément, parce que tous ne se prêtent pas à être chien de médiateur non plus? Exactement. Ça sera vraiment ceux sur lesquels on se dit « Ah, mais lui, il irait très bien en médiation ». Qu'on va garder. Potentiellement, on continuera à travailler avec Canidea si on voit un profil qui pourrait correspondre parce que le chien est beaucoup sur odorat, et ben on continuera à proposer à Acadia s'il y a besoin. Le but, voilà, c'est de nous permettre à nous de leur apporter cette deuxième possibilité. Mais ça les sort pas non plus du cursus Canidea. Et après, il y a tous ceux qui sont hors réorientation parce que problèmes médicaux et donc là, une adoption. J'allais dire tout rôle de chien d'assistance ne satisfait pas parce qu'il y a toujours la problématique, c'est la vie du chien sur le long terme et donc pas forcément compatible avec un déficient visuel ou une autre personne à qui il devrait devenir en aide. Tout à fait. Eh ben oui, dis donc, j'avais pas calculé, mais ça en fait beaucoup des casquettes. Ça se superpose pas trop mal. J'écoute, je vois ça. Et justement, par rapport à tout ça, je t'ai demandé un peu comment ça s'organise au quotidien. Est-ce que aujourd'hui, ce métier d'éducatrice, mais aussi de directrice technique, est-ce que tu y vois des inconvénients ou des avantages? Tu vois, quand on a proposé de devenir directrice technique, pour moi, il était hors de question d'arrêter le chien. Alors forcément, je vais en avoir moins en gestion, je vais en éduquer moins que ce que je peux en éduquer si je suis juste éducatrice, forcément. Mais pour moi, ma passion, c'est le chien. Depuis le départ, c'est ça que j'aime faire, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me donne de l'énergie. Donc arrêter le chien, pour moi, c'est pas possible. Et en plus, je trouve que c'est hyper important de rester présente et de rester dans ce qui se passe réellement. Je veux pas être enfermée dans un bureau et gérer des choses finalement que je ne vois plus, que je ne gère plus. Je continue à faire mon tour de ramassage de crottes quand c'est mon tour, tu vois. Alors j'en fais peut-être un peu moins, mais je continue à le faire parce que c'est aussi ça notre travail. C'est aussi d'être présent là, d'aller chez les vétos, de faire du brossage. Et je pense que c'est important de garder ça en tête, de rester humble sur le travail d'éduc pour pouvoir après venir défendre, je sais pas, une proposition qu'on voudrait pas ou au contraire quelque chose qui serait important pour évoluer, pour faire en sorte qu'on fonctionne mieux. Je pense que c'est en continuant à être présent avec l'équipe que ça peut se faire. C'était une de vos conditions à Sandy et toi pour devenir directrice? Je serais restée éducatrice si j'avais dû arrêter le chien. Ouais, clairement. Après, forcément, quand tu deviens directeur, je pense qu'il y a le côté, si on doit trouver un point négatif, il y a le côté où même si tu restes dans l'équipe, t'as plus la même place quand même, tu vois. T'as plus le même niveau hiérarchique dans tous les cas. C'est ça. Même si tu changes pas, clairement, j'ai pas changé, mais je pense que ça se joue quand même. Alors après, faut en prendre son parti. J'ai pris ce parti-là d'être directrice technique et je suis là pour défendre mon équipe avec tout ce que ça amène dans cette place-là. D'être ni la direction qui prend les décisions de tout,
ni totalement dans l'équipe, parce que c'est aussi toi qui leur dis si t'as le droit ou pas d'aller en congé ce jour-là. Oui, c'est sûr que t'es plus une collègue comme les autres, même si tu éduques des chiens comme les autres encore, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Mais ça va, je le vis bien quand même. Et je me demandais, dans toute ton aventure avec les chiens guides, que ce soit les prémices, dans la clinique vétérinaire en tant qu'auxiliaire, jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris ou découvert avec les chiens guides auquel tu t'attendais pas du tout en rentrant dans cet univers? Donc moi je venais du monde du chien, entre guillemets. La déficience visuelle, j'y avais jamais été confrontée réellement, puisqu'il y avait juste ce client qui venait pour sa chienne une fois de temps en temps à la clinique. Elle n'était pas tout le temps malade, heureusement. Et donc, la déficience visuelle, je connaissais pas. J'ai tout appris en formation et au chien guide. Je me souviens très très bien des premiers mois où j'étais à l'école. Si j'avais pas quelqu'un pour me présenter, parce que j'étais une grande timide, ça se voit peut-être plus maintenant, mais j'étais une grande timide. Aller vers les gens, c'était hyper compliqué pour moi. Donc, s'il y avait pas quelqu'un pour me présenter, j'essayais d'être la plus discrète possible et j'osais pas aller vers les gens. Et il y a un moment donné où je me suis dit, mais ça, c'est pas viable, tu vois. Il y a un moment donné, les déficients visuels, ils viendront pas vers moi. C'est pas possible. Ouais. C'est à moi de faire en sorte d'aller me présenter, d'aller dire bonjour. Et en fait, ça s'est fait naturellement et ça m'a fait aussi sortir de ma coquille à ce niveau-là. Et c'est vrai que aujourd'hui, à l'extérieur, dans ma vie personnelle, je peux encore être une grande timide, mais dans les chiens guides, c'est plus le cas parce que je m'y sens à l'aise et que maintenant, je sais comme ça que ça fonctionne. Oui, donc c'est vraiment ce monde de la déficience en fait, parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément confronté à ce genre qui sont tout à fait des personnes qui existent dans la société, mais on sait pas comment réagir au début. C'est ça. Quand tu sais pas, et moi c'était vraiment la peur de mal faire qui faisait que je préférais ne rien faire plutôt que de mal faire. Et je pense que c'est aussi ça. Finalement, quand tu as des gens que tu croises, quand tu croises un déficient visuel avec une canne dans la rue, les gens, ils se mettent sur le côté et ils osent pas parler parce que il y a aussi cette peur de mal faire. Parce qu'on n'est pas sensibilisé, parce qu'on sait pas comment faire et que finalement, c'est tout bête. Une fois que tu sais comment faire, tu te dis, bah ouais, en fait, il suffit de parler. Si je parle, la personne, elle me répond et c'est incroyable, il y a un échange et il se passe des trucs. Ça a été une grande ouverture pour moi. Les cours de locomotion et le monde de la déficience visuelle, ça a été vraiment quelque chose que j'ai découvert grâce aux chiens guides et maintenant je passe mon temps à voir des chiens guides, à voir des cannes, à voir des déficients visuels même quand je suis en vacances, parce que t'es sensibilisé, et quand t'es sensibilisé, forcément, tu vois les choses plus facilement. Oui, et puis comme tu dis, moi je recueille un peu ces confidences-là du côté des déficients visuels. Ils ont beaucoup plus de contact aussi, parce que, comme tu dis, les gens, ils essayent d'agir comme il faut avec le chien. C'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, ils agissent, ce qui est un petit peu différent qu'avec une canne. Et je disais l'autre jour, maintenant qu'on commence à bien sensibiliser sur comment se comporter face à un chien guide qui soit élève ou au guidage, il faudrait limite dire aussi comment se comporter face à un déficient visuel avec une canne. Parce que pour le coup, j'ai l'impression qu'on est nous-mêmes encore plus handicapés en tant que voyants face à cette situation. Il manque pas grand-chose. Le bonjour, tout le monde sait le faire. Même avec les maîtres de chiens guides, la toute petite chose encore qui a changé, c'est bonjour madame, votre chien est beau ou ce genre de ça. Pas et bonjour le chien. Et après, le bonjour la personne derrière, tu vois. On a encore cette étape-là à franchir. Bon, ça crée du lien social et c'est ça le principal. Mais c'est vrai que c'est tout bête, mais on y arrivera. Je désespère pas. Un jour, on va y arriver. Mais en tout cas, t'as fait une plongée dans cette partie aussi de l'univers des chiens guides, dans ce monde des déficients visuels, au fait. Exactement. Donc ça fait bientôt 13 ans que tu es dans ce milieu-là. Oui. Et je me demandais s'il y avait un moment où t'avais été bluffée par un chien que t'as eu en éducation ou que tu as vu derrière dans le guidage et qui a été un souvenir assez marquant pour toi. C'est difficile de répondre. J'aurais tendance à dire que celui qui m'a le plus bluffé en premier, c'est mon premier chien guide. Tu vois, t'es là, tu apprends des choses aux chiens. Toi, dans ton petit coin, t'apprends toi aussi en même temps à ce moment-là. Et le jour où tu le remets à une personne et que ce que t'as appris, ça fonctionne et que ça aide, ouais, ok, d'accord, j'ai réussi. C'est ça que je veux faire, en fait. Dans la vie, c'est ça que je veux faire. C'est très drôle parce que ma petite Diddle, ma petite Golden, elle a 14 ans. Il y a eu 2-3 jours, elle a fêté ses 14 ans. Cette première élève, du coup? Ouais, mon premier chien guide. Je l'ai remis à une jeune fille qui avait 18 ans, qui passait son bac à l'époque. Une personne hyper autonome, déjà sans son chien. Avec son chien, elles sont parties faire des choses de fou, toutes les deux. C'était super beau et c'était génial d'avoir cette première équipe
équipe-là. J'ai adoré arriver au chien guide et me dire, waouh, c'est génial, c'est ça que je veux faire. Et après, au fur et à mesure des années, tu rencontres des gens qui ont d'autres parcours de vie, d'autres difficultés, qui ne sont pas forcément très autonomes. Et c'est là où tu te rends compte que ton chien, il peut apporter vraiment beaucoup de choses dans la vie, dans l'autonomie d'autres personnes qui n'ont pas cette fluidité-là. Et apporter un chien avec des gens qui ont moins d'autonomie, moins de facilité, et se rendre compte que ils peuvent faire des choses de dingue, c'est génial. Et je me demandais si dans toutes ces années de rencontres, puisque c'est quand même de ça qu'on parle avec les chiens, avec les personnes, est-ce qu'il y a des rencontres que tu n'aurais jamais fait en étant en dehors de ce milieu des chiens guides? Ah bah, je pense toutes celles où j'ai remis des chiens, donc une cinquantaine. C'est des histoires de vie toutes différentes. Celle où tu te dis des fois faut que j'arrête de me plaindre, quoi. J'ai pas à me plaindre, en fait. Ok, j'ai un monsieur qui s'est fait maltraiter par sa femme alors que c'est une carcasse, quoi, tu vois. Et tu te dis bah pourquoi, comment, enfin je comprends pas. Et des histoires comme ça, j'en ai plein, toutes différentes, toutes émouvantes et vécues différemment par les gens, et des belles histoires, des gens qui te touchent au cœur profondément. Et même si aujourd'hui certains ont plus de chiens guides ou ont des chiens guides qui ont été remis par quelqu'un d'autre, tu gardes l'affect et tu gardes ce lien. Tu vois, dans une remise de chien guide, tu passes 15 jours avec la personne collée serrée et tu crées un lien qui est hyper important. C'est plus que remettre un chien, c'est aussi les gens, ils doivent avoir confiance en toi, tu les amènes à avoir confiance dans le chien, et donc il y a plein d'émotions qui se passent, il y a plein de choses qui sont dites à ce moment-là, des vrais échanges, des beaux échanges, et je pense que si j'avais pas été au chien guide, ces échanges-là, je les aurais jamais eus, et je les aime tous, enfin tout ce que j'ai vécu, c'est très rare que je me dise il est relou. Ouais, après je dis pas, ça peut arriver, mais ils peuvent être très charmants et relous aussi, hein. Un déficient visuel est une personne tout à fait classique. Il y a des gens avec qui on s'entend bien, il y en a d'autres avec qui on ne s'entend pas, mais en même temps c'est des belles histoires de vie quand même, et la majorité de toutes ces remises là, c'est quand même des super moments pour moi et des souvenirs qui sont là et qui restent gravés. Ouais, donc 50 remises, c'est génial. Prochaine. La 50e, c'est la prochaine. Et la 51e, est-ce que ce sera le chien médiateur? Non. Ça sera la 52e si tout va bien. 52, 53. 52, 53. Déjà, on espère 2022. Oui. J'espère 2022. Bon, après, il faut le temps au temps aussi, hein, donc il y a pas de souci. Tu sais à quelle structure il va être remis à peu près? Quel type de... Pas encore. Ok. Ah là là, c'est vraiment une page qui est blanche aujourd'hui. J'ai vraiment juste un chien et j'ai une page blanche et j'ai tout à faire, tout à écrire, donc c'est très intéressant. Ouais, c'est fou. J'ai hâte. Moi aussi de voir ça, j'ai hâte. Et pour finir, est-ce que tu aurais en tête ton pire et ton meilleur moment avec les chiens guides, même si je pense qu'il y en a plusieurs dans les meilleurs moments, mais ton pire moment avec les chiens guides, un moment qui était un peu compliqué? Ouais, des moments compliqués, j'en ai eu plusieurs, dans le sens où j'ai perdu 3 jeunes chiens, dans le sens où j'ai perdu un de mes chiens qui était en activité au bout d'1 an, qui a eu une maladie, et donc en 1 semaine il est parti. Donc ça a été compliqué. J'en ai eu une deuxième aussi. Alors elle, ça a été encore plus violent parce que j'ai fait la remise pendant 15 jours. Je l'ai laissée pendant 15 jours et au bout de 15 jours, elle a fait un arrêt cardiaque. Donc la maîtresse, premier chien guide dévasté. Et là, elle est en train de revenir 4 ans plus tard. Elle est en train de revenir. J'ai réussi à la faire revenir pour prendre un nouveau chien. Donc maintenant je croise les doigts pour que tout aille bien, parce qu'il faut pas que ça s'arrête sur des accidents de la vie. C'est ça peut pas s'arrêter sur ça. Et la dernière, c'est une petite qui a eu une parvovirose à 4 mois. Donc mes premiers chiens que je gérais de A à Z, et elle a eu une parvo et malheureusement elle est partie. Donc très très dur aussi. Et en fait là c'est dur pour moi. C'est dur pour la famille d'accueil ou pour la personne déficiente visuelle qui est derrière. Et là, tu dois réussir à gérer ta peine pour aider les autres à gérer la leur, et leur expliquer que c'est pas leur faute et qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu à ce moment-là et que tu y peux rien, en fait. Voilà, ça c'est compliqué. Et après, j'ai eu un cas de maltraitance une fois où j'étais chercher mon chien. Et là il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de discussion, et comme je te disais, tu touches pas mon chien, sinon je deviens méchante. Pour le coup, c'est mes chiens de travail, je peux les donner, mais par contre, tu fais pas de mal, pas toucher. Sinon Sandrine, elle devient un pitbull, quoi. Et de toute façon, les chiens restent la propriété de l'école. Exactement. Donc ça c'est
J'étais là en fait. Il y a quand même un contrôle. Enfin voilà, il se passe pas n'importe quoi à partir du moment où ils sont remis. Il y a des contrôles quand même. Des appels téléphoniques, des suivis physiques. Si on nous appelle pour nous dire il se passe ça, on essaye de comprendre et de voir qu'est-ce qui se passe. Pas toucher. Sage, pas toucher le chien. Bon, et pour finir, quel est ton ou tes meilleurs moments du coup? Je crois que toutes les remises sont des beaux moments. Il y a eu des chiens où c'est plus dur. T'as des chiens où tu t'as l'accroche, tu vois. Même si tu sais que c'est pas ton chien, t'en as où tu dis celui-là s'il était réformé, peut-être que je le garderais, tu vois. Ouais, toutes mes remises, toutes les fins de remise sont très belles. Je crois qu'il y en a une, c'était dans mes premières remises. C'était un papa célibataire, 3 enfants. Et l'un des trajets les plus importants de la remise, c'était de pouvoir aller emmener sa petite fille à la maternelle, tu vois, et c'était ça le trajet qu'on avait bossé, et c'est le trajet de fin. Et j'ai toujours cette photo où je suis derrière, et il est avec son chien guide d'un côté, sa petite à la main de l'autre, et tu te dis, ouais, bah, en fait, c'est ça. C'est ça la finalité du job, quoi. C'est pas moi. Moi, je suis derrière, et moi, je regarde, en fait, et eux, ils vivez ça. Allez-y. Soyez heureux. Ouais, dans ces contextes, j'en ai beaucoup parlé avec Nourdine, justement, qui est papa de 2 petites dans l'épisode 22. Et pour moi, c'est important aussi, et c'est ce que j'avais moins fait au tout début du podcast, d'avoir vraiment la finalité dans l'audio aussi, c'est-à-dire que de ne pas avoir... Moi, ok, je suis dans le monde des familles d'accueil, dans cet grand univers des chiens guides, mais le bout du bout, ce qui nous intéresse tous, c'est de la remise, c'est la vie de ces binômes-là ensemble, et comment ça fonctionne au quotidien, quoi. Ouais, tu vois, là, aujourd'hui, c'était notre jour du repas de remise, donc c'est le moment où on présente le bénéficiaire à la famille d'accueil, et ce moment-là, il est toujours hyper émouvant de voir si la famille, elle va être soulagée de se rendre compte que son chien, il est avec quelqu'un de bien, d'avoir ce côté cercle vertueux, et de voir que le chien, bah à ce moment-là, il essaye pas de partir avec sa famille d'accueil, qui reste juste au pied de son nouveau maître. Tu te dis, ok, bon bah c'est cool. Il veut pas être avec nous, il veut pas être avec la famille d'accueil, il est avec son nouveau maître. Et tu te dis, bon bah c'est gagné. C'était un truc qui m'avait fait halluciner, pareil avec ma première chien guide, quand j'avais fait les premiers suivis, ou même à la fin de la remise, tu dis au revoir, tu t'en vas, toi t'es pleine d'émotions, tu fais plein de papouilles, machin, et en fait le chien, il vient pas avec toi. Il est content de te voir. Moi, ma première chienne, premier suivi que j'ai fait, elle était folle, elle sautait dans tous les sens. Sa maîtresse, elle me dit, mais je suis jalouse. Enfin, moi, elle me fait jamais ça. Je dis, ouais, mais c'est normal, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, tu vois. Et la chienne, il lui a fallu un temps, elle me descotchait pas, elle est restée à côté de moi. Et sauf que, en fait, au moment où je suis partie, j'ai passé la porte, et la chienne, elle est restée au palier de la porte, elle m'a regardé partir et elle serait pas venue avec moi. Parce qu'elle sait que moi, je suis une étape dans sa vie. Je suis juste là à un moment donné, et le moment de la remise lui amène toutes les clés, ok, c'est pour ça que pendant 6 mois, l'autre, elle était là à me rabâcher, donne les passages, donne les droites, les gauches, les machins. Ok, c'est parce que maintenant on va à la boulangerie, c'est parce qu'on va au travail. Ok, d'accord, j'ai compris ce qu'elle voulait. J'ai compris ce qu'elle voulait. Ok, ça va. On s'aime de loin, mais on s'aime. Mais voilà, c'est pas les miens. Je donnerai pas le mien. Le mien, je le garde, il est à moi, c'est mon chien. Pas touché non plus. Oui, il y en a un pour toi aussi. Celui-là, il est à moi. Mais tous les autres, ils sont pour d'autres, pour plus. Bon, bah sur ces super mots de conclusion, je te remercie vraiment pour ce partage, parce que on te souhaite que du meilleur. Ça fait 1 an et quelques en tant que directrice technique, et puis on a hâte de voir ce que ça va donner du côté des chiens médiateurs, parce que j'ai hâte de voir quand même ce petit chien là que tu vas former, ton destin aussi, avec qui il va pouvoir agir au quotidien. Parce que c'est tellement précieux, et donc je te souhaite vraiment que du bon pour la suite. Merci beaucoup Estelle, merci pour cette proposition d'échange, c'était très agréable. Je parle beaucoup parce que j'aime ce que je fais. On est 2. Et ouais, moi aussi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, cette page blanche à écrire. Je te raconterai. Tu verras ça sur mon Insta. Tu verras les photos, comment ça se passe et tout ça. J'allais finir justement par te demander où est-ce qu'on peut te suivre. Ah, bah voilà. Donc, sur Insta. Tu as donné la réponse. Sur Instagram, sandrine.chienguide.pcac. Chien avec un S, guide avec un S, bien évidemment. Et voilà, je raconte, je partage mes semaines de travail avec tous mes petits chiens, tous ces petits moments-là. C'est que du bonheur, et ça permet d'échanger avec mes familles d'accueil et avec d'autres que je connais pas et qui viennent papoter et échanger, et c'est super sympa de découvrir des gens aussi
qui viennent d'autres horizons et c'est cool. Merci à toi de m'avoir fait cette proposition. Merci à toi d'avoir accepté et puis à très bientôt. À très bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Sandrine d'avoir pris du temps dans son agenda très chargé pour nous raconter son aventure passionnante et pleine de rebondissements auprès des chiens guides d'aveugles. Pour compléter votre écoute, vous pouvez toujours retrouver sur futurchienguide.fr des photos de Sandrine et de ses élèves chiens guides, et très bientôt la transcription intégrale de cet épisode grâce à mes complices. Pour m'envoyer vos retours, écrivez-moi sur Instagram ou Facebook. J'adore échanger sur vos ressentis suite à l'écoute des épisodes. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.